Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. En temps réel, je devais m'attaquer sur WWE NXT Battleground 2025, mais je me suis dit que après tout ça peut encore attendre, parce que tout simplement j'attendais évidemment la vidéo et le show en question de l'AEW. Donc vous avez bel et bien compris, on va s'attaquer à un show de l'AEW et ce show s'intitule AEW Double or Nothing, double ou rien, qui s'était déroulé dans l'Arizona si je ne me trompe pas. Donc voilà tout. Mais bon, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis maintenant, il faut savoir c'est que j'ai regardé en premier NXT Battleground et que je me dis soit je fais cette vidéo là, soit pour la EW. Après tout j'ai fait un petit peu mon choix, je vais m'attaquer sur celui de la EW et ne faut pas vous inquiéter pour la WWE. Voilà. Vu comment, on est déjà parti directement. Alors, tout d'abord dans le pré-show, donc le countdown 0 or, il n'y en a que 2 matchs. Et le reste, ce sera dans la carte principale. Donc, sans trop, on va dire, faire de chichi. Le premier match du pré-show, c'est un match par équipe. Entre Anna Jay, qui fait équipe avec Harley Cameron, contre Megan Bayne et Penelope Ford. Est-ce que j'ai vraiment besoin de trop m'éterniser sur ce match-là et la suivante? J'ai pas envie de trop me prendre la tête si ce n'est que dans le match, c'est un match quasiment de weekly. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Megan Bayne se retrouve dans le pré-show. Selon moi, elle devrait être sur la carte pour affronter n'importe qui d'autre à catcher. Mais bon, je ne comprends pas cette décision-là. Si ce n'est qu'il y a eu on va dire un moment drôle auquel on a Harley Cameron qui saisit Penelope Ford pour, on va dire, enfoncer la tête dans le cul d'Anna Jay. Oui, je sais, toutes les filles ont un rapport très particulier en faisant des choses assez coquinou, assez olé olé sur d'autres personnes. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si ce n'est que j'étais persuadé que ce serait l'équipe des Heels qui remporterait le match, mais finalement c'est l'équipe des Babyface, avec Harley Cameron qui utilise son finish, et le nom c'est Ma prise de finition. Ok meuf, pourquoi tu dis le nom de ta prise, Ma prise de finition, alors que tu devrais le surnommer The Harley Cross, quoi. Je ne sais pas comment on pourrait le surnommer cette prise-là, mais bon, peu importe. Victoire de Anna Jay et Harley Cameron. Maintenant, le deuxième match, encore un match par équipe, mais cette fois-ci de 8 personnes. Alors, les noms. Donc, Bandido AR Fox et The Los Titanes del Air. Donc, hologramme, je pense. Enfin, ouais, 4 contre 4, à mon avis, c'est 8 personnes, à mon avis. Oui, à mon avis, oui, c'est ça. Donc, voilà. Ah non, non, il y a Commander. Il y a Commander également, j'ai oublié. Donc, excusez-moi pour m'être trompé. Donc, je m'excuse. Il y a Commander. Et ensuite, l'équipe adverse, The RPG Vice, Rocky Romero et Trent Barretta, ceux qui sont associés à la Don Callis Family, et The Crew, donc CRU, si on peut appeler ça comme ça, Lio Rush et Action Andretti. Pareil, encore un match weekly que je viens d'apercevoir. Bon, après, il y a eu des multiples spots. Il n'y a pas d'histoire à compter. D'ailleurs, la feud n'a aucune histoire a priori, même du côté des femmes. Donc, c'est pour vous dire. Et pourtant, les vainqueurs sont Bandido, AR Fox, Los Titanes del Air, donc l'équipe de Hologram et de Commander, vu comment c'est le nom de l'équipe. Je m'étais confondu à un autre participant, mais non, c'est le nom de l'équipe. Donc autant pour moi, c'est eux qui remportent le match. Donc voilà tout. Maintenant, on passe à la carte principale, plus précisément dans l'opener. Et c'est pour la finale du tournoi féminin de la Owen Hart Foundation Cup de classe 2025.
Et la vainqueuse obtiendra une chance pour le titre mondial féminin face à Toni Storm ou face à Mina Shirakawa, peu importe l'issue de qui remportera le titre, aura, on va dire, l'opportunité d'affronter la championne à All In, du côté du Texas. Donc, les participantes sont Mercedes Moné contre Jamie Hayter. Pour l'opener, je sais pas si, on va dire, le match était bon. À vrai dire, je préfère voir vos avis. Surtout celui de Terry Meeting. Donc, j'espère que j'aurai peut-être une réponse de ta part, mon cher Terry. J'espère que je le dis vraiment bien et que tu te reconnaîtras. Ou même de Pierre-Paul, auquel je remercie pour son commentaire pour le Saturday Night Main Event. Je le remercie. Donc moi, du fait que j'ai des commentaires, ça me fait plaisir. Du fait que je vous rends tous service, ou chers spectateurs qui regardent ma chaîne. Donc je préfère faire ça pour le peuple, beau que j'ai une petite audience, et que mieux, on va dire, mieux j'en dis des choses, mieux je préfère un peu, on va dire, laisser un peu ça de côté, hein. Si ce n'est que je sais pas quel est vos avis là-dessus, si c'est un des meilleurs shows de la EW, parce que j'attends toujours les critiques. J'ai regardé bien sûr évidemment le show, je n'ai pas, on va dire, trop d'avis négatifs là-dessus, si ce n'est que il y a eu des trucs qui m'ont plu et des petites choses qui m'ont déplu. Mais voilà tout. C'est pas, on va dire, une critique à froid ou à chaud, hein, si ce n'est que je donne uniquement mon avis. Mais je crois que dans l'opener entre Monet et Hater, je sais pas comment vous dire, mais je crois qu'il était plutôt pas mal. Et je sais pas quel est votre avis, mais j'ai vu des petites stratégies en termes de match, qu'il y a eu en plein match. L'un des deux voulait se démarquer, l'un des deux voulait avoir l'avantage, remporter le match à tout prix. Ça se précipite comme pas possible. Parfois, c'est vrai qu'il faut un peu ralentir sur la cadence, mais vu comment on préfère trop accélérer les choses, on va directement droit au but, avec les tentatives de finition de Mercedes Moné, qui veut utiliser sa Money Statement ou sa Money Maker, ou encore Jamie Hater, sa fameuse Cause Line, auquel ça arrive directement en pleine poire. Que des tentatives de précipitation de la part des deux femmes. Et pourtant, dans le finish du match, Hater voulait directement en finir avec sa Cause Line. Mais intelligemment, Mercedes Moné retourne la situation et elle arrive à surprendre Jamie Hater en faisant un tombé spécial, en maintenant une jambe plus les épaules de son adversaire. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de victoire volée ou victoire logique, puisque c'est victoire de Mercedes Moné? Elle remporte le tournoi Owen Hart, elle remporte le titre qui va avec la coupe, et elle obtient une chance au titre de l'une des deux participantes, que ce soit Toni Storm ou Mina Shirakawa. Même si on sait que récemment elle a perdu le titre NJPW Strong lors d'un match à 4, je crois, où il y avait Azumi et que c'est elle la championne NJPW Strong. On va dire qu'elle a un petit peu perdu une partie de la puissance en gagnant un titre, mais elle a obtenu celle du Owen Hart Cup. Voilà tout. Et que rien n'est peine perdue pour elle, si ce n'est qu'elle est en route pour le titre. Pour celle de Toni Storm ou de Mina Shirakawa. Donc voilà tout. Ensuite, le quatrième match, parce que oui, on est déjà au quatrième. Match par équipe de 2 contre 2, ou match à 4, comme on pourrait qualifier ça. FTR, donc Daxter Woods et Cash Wheeler, accompagnés par Scott Lee Hathaway, contre Daniel Garcia et Nigel McGuinness, accompagné par The Daddy Magic, Matt Menard. Alors, dans le tournoi Owen Hart, je l'ai peut-être pas dit du côté des femmes, certes il n'y a pas eu trop d'histoire à raconter, si ce n'est que l'histoire tourne autour de ce tournoi et pour avoir une chance au titre. Là, on va dire c'est une histoire assez simple, assez rapide. FTR sont les heels, ils ont attaqué Cope
pour lancer une rivalité à tout le roster en équipe de la l'AEW, et qu'ils sont, on va dire, plus respectés à leur juste valeur, si ce n'est que maintenant ce sont de véritables enflures. Et qui se sont récemment associés avec Scott Lee Hathaway. Et malheureusement pour Daniel Garcia, il a été le dommage collatéral en étant trahi par ses anciens amis. Oui, parce que je me rappelais pendant les collisions ou les dynamites, il faisait équipe avec FTR. Et du coup, il prend, on va dire, pour une trahison pour acquis. Après, pour Nigel McGuinness, c'est un petit peu, on va dire, comment je pourrais le dire je sais pas comment vous le dire. J'essaye de trouver la réponse en tête, mais pas évident de bien répondre à la question. En gros, il avait catché pendant quelques mois. Par exemple, quand Bryan Danielson était devenu champion et qu'ils nous ont ressorti comme à la bonne vieille époque de la Ring of Honor. Et que par la suite, l'AEW n'avait plus de plan pour lui et qu'ils ont décidé de le remettre à la table des commentateurs pour commenter les matchs. Et ce qu'ils font, FTR, c'est de, on va dire, provoquer les fans, les commentateurs, et surtout Tony Schiavone qui était au commentaire. Et du coup, Nigel McGuinness décide de prendre les choses en main pour défendre son collègue. Et même s'il n'a pas échappé à le bisoutage de FTR, il a décidé de se révolter contre eux pour tout simplement essayer de mettre FTR à leur place. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Telle est la question. Je vois qu'en plein match, Daniel Garcia, pardonnez-moi, même si on peut l'appeler Danny Garcia, on peut l'appeler n'importe comment Daniel Garcia. Hein. Si ce serait Danielo Garciano, peu importe. Hein. Mais bon, je vois que Daniel Garcia a tout tenté pour atomiser les FTR, pareil pour McGuinness, en sortant leur fameux classique, très différemment, bien sûr, évidemment, dans les deux côtés. Alors que FTR, eux, ils visent plus sur le côté la malice, le côté tricherie, et d'être fourbe, parce que, un peu comme des gros vétérans qui peuvent être, ils ne peuvent pas s'empêcher de commettre des tentatives de tricherie, quitte à éveiller les soupçons de l'arbitre quand il s'en aperçoit pas et quand il est en train de réaliser d'en apercevoir. Mais bon, il y a eu tellement de toutes les tentatives possibles dans ce match que ça a terminé, à commencer à tourner en vinaigre pour les babyface, et que c'est tout simplement les FTR, après avoir s'occupé de Daddy Magic, parviennent à s'occuper de Daniel Garcia en le faisant soumettre, si je ne me trompe pas, parce que je crois que c'est lui qui subit la soumission, et du coup c'est victoire de FTR. Après, telle est la soumission, soit un sharpshooter, soit un figure four ou un single leg Boston Crab, peu importe lesquels genres de prise, si ce n'est que victoire des FTR. Maintenant, match numéro 5, et c'est le match de la civière entre Ricochet contre Mark Briscoe. Alors, comment est lu ce match? Un peu de nulle part. Ça aussi, ça sort un peu de nulle part. En gros, depuis que Ricochet s'est tourné dans d'autres petites histoires mineures, il s'est sûrement dit que tiens, je vais sûrement m'attaquer à un mini-jambiste, bien connu de tous. Parce que au cas où vous ne savez pas, mais il faut savoir, c'est que un certain Zach Gowen, celui qui a déjà affronté Brock Lesnar par le passé, et qui l'a catché entre-temps dans des petites compagnies, telles que la Ring of Honor, et peut-être, je crois, la TNA, j'en suis pas tout à fait sûr, mais il me semble qu'il a déjà mis les pieds, je suppose. En gros, Ricochet décide de se foutre de sa gueule. T'as plus qu'une jambe. Comment tu fais pour tenir sur une jambe? Et du coup, le mini-jambiste, donc Zach Gowen, décide de lui en tourner une, quoi, pour se protéger et en l'honneur de sa famille, parce qu'il ne faut pas lui manquer respect envers lui et à ses fils et d'autres son entourage. Et que même s'il a peut-être perdu le match, mais au moins il a fait, on va dire, un
mini retour, même si c'est pas éternellement dans très vite possible, quoi. Si ce n'est une apparition, ça peut être suffisant. Ça n'a peut-être pas plu à Mark Briscoe qu'on s'en prend à quelqu'un qui paraît, on va dire, entre guillemets, faible que lui. Et du coup, il décide de prendre les choses en main. Quitte à utiliser des stipulations comme le match de la civière, match de stretcher, ou d'autres matchs à stip. Dans ce match-là, on peut dire que ça a été hardcore, je pense, parce qu'il y a eu des moments auxquels Mark Briscoe il a saigné du front. Je pense que c'est sûrement un coup de ciseaux de la part de Ricochet. Et comment dire je crois qu'il y a eu même un petit hommage à Sabu de la part de Mark Briscoe. Parce qu'il faut savoir que très récemment, Sabu, il a rendu l'âme, malheureusement. Il s'est éteint il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère que je le dis bien le nom Sabu, parce qu'il m'arrive de confondre les noms sans me rendre compte. Sabu. Alors que Sabu, il est catché au week-end de WrestleMania. Pas WrestleMania, hein, bien sûr, hein, mais à la GCW pendant le week-end de WrestleMania. On va dire la semaine, on va dire, chargée pour les fans de catch, à regarder du catch par-ci par-là. Eh bien, c'est étonnant à quel point que même s'il est... qu'il a su être vivant à ce moment-là et qu'il meurt un mois après, ça c'est inimaginable, hein. Mais bon, Mark Briscoe, il a fait un hommage à Sabu en utilisant une chaise pour faire un genre de Toppetor Hero, quoi, on peut appeler ça comme ça. Il y a eu d'autres spots, quelques spots par-ci par-là, même si on peut pas s'empêcher de dire que Mark Briscoe fait toujours un hommage toujours à son frère décédé, quoi, en faisant le J-Driller, de tentative de J-Driller, alors que Ricochet, lui, c'est plutôt la fourberie et le côté trouillard auquel ça lui habite, ce côté trouillard. Vantard, trouillard, j'en passe des tas de choses, et qui n'hésite pas à utiliser des salles stratégiques, mais au moins ça le permet pour lui de gagner le match, même si on n'était pas loin du compte, hein. Mais bon, sans trop durer le suspense, après un coup de ciseau, je crois qu'il s'est mangé un coup en pleine tête, alors que Mark Briscoe était dans l'ambulance, mais qui veut pas se faire enfermer. Ouais, parce que le but dans le match d'ambulance ou de la civière, c'est de mettre son adversaire dans la civière, de le faire monter jusqu'à l'ambulance et de fermer la porte pour gagner le match la main. Et je crois qu'il a utilisé un coup de ciseau de plein fouet à Mark Briscoe et qui ferme la porte pour remporter le match. Donc vous avez compris, c'est victoire de Ricochet. Et ça déroule sur les chapeaux de roue, hein, si vous voulez cette phrase latérale. Donc voilà tout. Même si je reconnais qu'en plein match, on peut pas s'empêcher de vanner Ricochet parce que c'est un idiot du village, parce qu'il est chauve. Alors du coup, on va lui taper sur la tête, mettre du produit pour l'essuyer, pour que sa tête soit très bien brillante, tel un monsieur propre. Donc il y avait des moments auxquels j'ai rigolé, hein. Vraiment des moments. Mais voilà, maintenant je crois que j'ai assez fait le tour de cette petite rivalité. Maintenant, match numéro 6, c'est un match par équipe pour le championnat du monde par équipe de la AEW. The Hurt Syndicate, donc anciennement Hurt Business à la WWE, Bobby Lashley et Shelton Benjamin, accompagnés par Mantel Vantavius Porter, MVP et Maxwell Jacob Friedman, MJF, qui vont affronter The Sons of Texas, donc les fils du Texas, The Natural Dusty Rhodes et The Spanish Gold, Sammy Guevara. Par contre, c'est pas Gold, c'est God, le dieu hispanique. Oui, MJF, il a rejoint le Hurt Syndicate. Et il peut peut-être apprendre quelque part les petits ficelles de leur
organisation à 3. Donc c'est sûr, ça pourrait, on va dire, être un avantage pour MJF d'être dans cette équipe. Mais il faut toujours avoir un œil avec lui, vu comment on sait que il est arrivé, qu'à quel point il peut être un connard et qu'il peut nous en mettre une dans l'arrière-train. Parce que c'est un peu la spécialité de Ricochet. De Ricochet, pardonnez-moi, c'est pas Ricochet, c'est MJF, pardonnez-moi, c'est la spécialité de MJF. Et concernant les fils du Texas, donc Dusty Rhodes et Sammy Guevara, il faut savoir qu'ils sont champions du monde de la Ring of Honor, et auxquels, ben, heureusement que c'est pas leurs titres qui sont mis en jeu, et que peut-être que c'est juste une apparition sur la carte, rien de plus, et que malheureusement je pense qu'on n'est pas assez hype pour la ROH, faut bien être honnête. Dans le match, ça peut être divertissant. Parfois, même des interventions de MVP ou MJF peuvent faire la différence pour faire remporter le match au Hurt Syndicate, qui aime blesser les gens. We hurt people. Mais bon, sans trop faire de chichi aussi pour ce match-là, vous avez compris, c'est les Hurt Syndicate qui bat les fils du Texas. Si je me trompe pas, c'est Shelton Benjamin qui fait un running knee dans le coin du ring et qui remporte le match en faisant le pin sur l'un des deux. Voilà, c'est tout ce que je sais comme information à propos de ce match-là. Maintenant, match numéro 7 pour le titre continental de la AEW. Kazuchika Okada contre Speedball Mike Bailey. Alors, ce match a lieu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme la plupart des matchs d'ailleurs. Tout simplement parce que il faut savoir qu'il y a eu du guet-apens lors d'un dynamite entre l'élite, Will Ospreay et également Kenny Omega. Et du coup, bien sûr, pour Mike Bailey, décide de prendre les choses en main pour attaquer Ricochet. Kazuchika Okada, c'est dingue comment je me trompe. Hein. Par contre, excusez-moi parce que je sens que j'entends des voix ou des bruits dans le salon. Donc excusez-moi. Oui, donc j'ai dû régler le problème parce que j'entendais à l'autre côté de la porte du bruit et du coup je ne suis pas assez concentré. Donc j'en étais au match entre Okada et Bailey, auquel bien sûr Bailey a dû faire le safe face à Okada pendant, on va dire, une confrontation avec l'élite, Swerve, Joe et Omega, quoi. Et du coup, voilà comment a eu lieu cette rivalité et auquel on s'est dit ça vient un peu nulle part, mais à mon avis il fallait compléter la carte de Double or Nothing sans, on va dire, histoire écrite. C'est ça ce qui est leur point noir à la AEW, je le dis déjà depuis un peu le petit début, comme quoi leur problème à eux c'était que on dirait qu'ils ne savent pas faire d'histoire bien racontée. Eux, leur mentalité, c'est faire que des bons matchs, que des bons matchs, que des bons matchs. Tout se résume par des spots, etc. Mais moi, c'est ça ce que je n'aime pas du côté de la AEW, parce que selon moi, il faut question de logique. Parce que s'il n'y a pas de logique, déjà, c'est à chier. Même si je soutiens toujours la AEW pour ce genre de contenu auquel ils peuvent essayer de nous surprendre la plupart de temps en temps. Mais la plupart du temps, c'est un peu, on va dire, incompréhensif. Ouais, parfois Tony Khan, il nous met un peu, on va dire, il nous met dans un, on va dire, dans un état auquel on se dit, en fait, ce mec, il sait pas ce qu'il fait, quoi. Il sait pas gérer les choses comme un véritable patron, et que c'est un peu, que c'est pas, on va dire, un bon dirigeant. Hein. Ça, on peut se faire un avis là-dessus. Hein. Mais concernant le match, la rapidité de Mike Bailey, surtout dans ses précisions de coups, elle est assez incroyable. Alors qu'Okada, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le trouve drôle ou pas, pour moi, c'est un bon atout quand il s'agit de catcher tout seul. Parce que je n'aime pas le voir quand il catch avec l'élite. Parce que selon moi, il se fait vraiment passer pour un guignol. Et du coup, quand on fait passer une ancienne top star de la NJPW pour un guignol, c'est que c'est pas bon signe. Donc voilà comment je préfère
bah, que Okada reste loin de l'élite et que tout seul il se débrouille à merveille. La preuve, il est toujours champion continental. Qui peut encore le détrôner si personne n'arrive à le battre? Et d'ailleurs, c'est le cas. Hein. Spoiler, Okada remporte le match face à Mike Bailey. Hein, avec sa Rainmaker Clothesline, quoi. Donc, il remporte le match. Et il conserve le titre. Et je suis presque persuadé qu'il va peut-être affronter Kenny Omega à All In Texas. Je suis persuadé là-dessus qu'ils vont le faire. Mais voilà tout. C'est tout ce que je sais à propos de ça. Maintenant, le 8e match, et c'est match simple pour le titre du monde féminin de la EW. The Timeless Toni Storm, accompagné par son fidèle majordome Luther, contre Mina Shirakawa. Donc la challengeuse en question. Match assez speed. Je trouve que dans ce match-là, Mina Shirakawa, elle envoie vraiment que de la pâtée dans ce match-là. Alors que Toni Storm, elle, c'est plutôt une performance un peu dans l'humour, quoi. Le côté blague de la chose. Ça, il y a toujours un public qui peut toujours adorer ce genre de trucs concernant leur rivalité. D'autres, ça plaît pas. Moi, je suis un peu partagé entre les deux. Il y a des moments auxquels ça me gêne un petit peu et que je trouve parfois pas assez drôle. Mais quand c'est bien raconté et que ça mène à quelque chose, là, c'est sûr, je peux exploser de rire. Quand c'est mieux amené la chose. Mais je pense que ça aussi, c'était un très bon match. Après, il y a quelques bons matchs auxquels on peut apprécier dans ce show. Hein. D'autres, pas tellement. Mais, comme je dis, ça dépend des goûts de chacun. Et bien sûr, vos préférences, je les accepte bien sûr. Hein. Toujours en étant objectif et pas de manière pas très objective. Je préfère de souligner. Je m'appelle pas Norbert Feuillant qui dit je suis un journaliste objectif à chaque cours des commentaires auxquels il fait. Oui, parce que il faut savoir, c'est que je n'aime pas du tout Norbert Feuillant quand il commente. Je trouve que Norbert Feuillant, pour la France, hein, bien sûr, hein, pour la France, je trouve que le mec, il a tellement le melon qui se prend pour une star, quoi. Ou alors qui essaye de parler comme un jeune de manière assez bizarre. Donc voilà pourquoi je l'accroche pas tellement, Norbert Feuillant. Après, c'est comme Christophe Ajus, j'aime pas tellement quand il fait trop le connard prétentieux qui se prend pour une star également. Mais malgré tout, je le respecte pour tout ce qu'il a fait et que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le trouve drôle ou pas, ben, il nous divertit. Malgré tout. Mais bon, dans ce match-là, ben, Mina a tenté toutes les manœuvres possibles pour faire tomber Toni Storm. Toni Storm, c'est pareil. Mais on va dire, faut pas trop déconner, si ce n'est que c'est Toni Storm qui arrive à en venir à bout de Mina Shirakawa avec sa fameuse Hip Attack et son Storm Zero. Donc, c'est elle qui est toujours championne du monde féminin de la EW. Et à la fin du match, ben, il va y avoir un moment, soit qu'on peut trouver ça gênant, ou alors on peut le trouver un peu drôle, ou tout simplement mignon. C'est que Toni et Mina Shirakawa vont se lever, quoi, malgré qu'elle est un petit peu groggy, mais qu'ils vont se rapprocher, et après, à un moment donné, ils vont commencer à se mettre un peu de face, et ils vont commencer, oui bien sûr, à se rouler des pelles à la télévision. Et quand je vois ça, je me dis, oh oui, c'est magnifique. Ah, j'applaudis. Non, mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai explosé de rire, bien sûr, évidemment, et que j'ai dit, oui, c'est beau l'amour. Vive l'amour. Ah, comme quoi les personnes qui s'aiment, c'est magnifique de regarder cette image. C'est beau. Voilà, il faut prendre avec du second degré. Mais pourtant, le show n'est pas encore terminé. Hein, ça poursuit encore. Hein. Si ce n'est que le match numéro 9, Anarchie dans l'arène. Anarchie the Arena. Entre l'équipe des Babyface contre l'équipe des Heels. Alors, je vais vous citer les noms. Kenny Omega, Swerve Strickland, Willow Nightingale et The Ops, donc l'opposition.
Samoa Joe, Powerhouse Willows et Katsuyori Shibata accompagné par The Prince Nana contre les Death Riders, donc John Moxley, Claudio Castagnoli, Marina Shafir, Wheeler Yuta et The EVPs, les Young Bucks, Matthew Jackson, Nicolas Jackson. Et comment je pourrais vous résumer ce match-là? Ben, c'est simple, c'est un gros bordel. Ce match est un véritable bordel sans nom. Hein. Il y a des tas de spots, des coups qui arrivent dans tous les sens. On a du mal à être concentré. Ça se bagarre dans 4 côtés, voire 5, 6, n'importe quel sens du terme. Ça se fout sur la gueule. Ça se bat parfois dans le ring, à l'extérieur, dans le public, à l'extérieur de l'arène, dans les vestiaires, tellement que ça s'envoyait des coups. Et ce qui est plus drôle, c'est qu'ils se battent également avec de la musique qui joue au fond. Et que je me dis, mais what the fuck? Mais what the fuck? Mais... Alors, je sais qu'il faut savoir à propos de la EW, c'est que on dirait qu'une fois tous les ans, quand il y a Double or Nothing, depuis Double or Nothing 2020, pendant la période Covid, eh bien, ils ont ce fameux rituel à eux qui préfèrent de mettre les Anarchy Arena une fois tous les 1 an, quand c'est Double or Nothing. Enfin, une fois tous les 1 an, on va dire une fois tous les ans. Si vous préférez que je dise ça. Eh ben, une fois tous les ans, ils font ce Anarchy Arena et auquel tu regardes le match, tu n'es pas assez concentré, ça se bagarre n'importe où et on est perdu dans l'action, on se noie un peu dans la masse, très du mal à suivre, tellement que ça se bagarre dans tous les sens. On a eu des tas de spots, hein, des tas de spots inimaginables que je pourrais même pas vous décrire et qu'il faut regarder le show pour comprendre. Alors, ça plaira pas à certains, ce genre de petites de match, mais ça, on va dire, gênerait pas certaines personnes qui aimeraient également ce match, hein, parce que l'importance, il faut savoir aimer. Et si on aime, c'est que on adore quand ça part en couille. Pourtant, il n'y a pas trop d'histoires à raconter, si ce n'est qu'il y a tellement de bagarres que je pourrais même pas vous citer. Ou encore, il y avait les fameux retours, notamment le retour de Hook, qui revient apparemment de blessure, entre guillemets, dans le kayfabe. Mais c'est pas tout, hein. Il y a des hommes qui se battent avec des hommes, des femmes qui se battent avec des femmes, ou parfois des femmes qui se battent avec des hommes, et l'inverse. Bref, vous avez compris ce que je voulais en venir. Tellement que ça part en couille qu'on a du mal à suivre. Et à un moment donné, quand les faces étaient proches du précipice pour remporter le match, eh ben il y a Gabriel Kidd, ou Gabe Kidd, qui apparemment rejoint l'équipe des Death Riders, arrive à donner un coup de mallette à tous les babyface, que ce soit Omega, Swerve, Joe, House et Shibata. Bref, il distribue des mallettes tout en envoyant tout le monde aller se faire chier, quoi. What the fuck, hein. Vraiment what the fuck. Et à un moment donné, il y a aussi Mark Briscoe qui était censé être dans l'ambulance vers l'hôpital entre guillemets le plus proche, mais il apparaît dans le match alors que il sait très bien que c'est pas son match, mais il préfère d'équilibrer les choses en donnant espoir au babyface de continuer la rencontre. Donc ça poursuit, tout se poursuit, hein. Que de la brawl, que de la bagarre. Et à un moment donné, tous les catcheurs et quelques catcheuses, ils vont être enfermés dans l'ambulance, car c'est les babyface qui s'occupent de fermer l'ambulance pour éviter qu'ils s'échappent. Et ça va se jouer entre Omega, au passage qui est habillé en mode Captain America, et Swerve Strickland contre les EVPs. Donc ils étaient 2 contre 2. Et que ça va se jouer entre les deux, hein. Enfin entre les deux contre les deux, quoi. Si vous avez compris les matchs à 4, quoi. Et qu'à un moment donné, pour clôturer le match en beauté, je sais que Omega va apporter l'un des deux frères Buck, je crois que c'est Matt
qui va prendre sur ses épaules pour le One Wing Angel, et qu'au passage une table va se casser et poursuivie d'une explosion. Alors que Swerve Strickland, lui, va prendre des nouvelles paires de godasses auxquelles il y a des punaises dans les semelles et qui va faire son Swerve Stomp sur Nick, je pense. Matt ou Nick, peu importe, on dirait qu'ils ont quasiment la même tête et pourtant ils sont pas jumeaux. Mais bon, il fait le Swerve Stomp pour la victoire. Donc vous avez compris, c'est victoire d'Omega, Strickland, Nightingale, Joe, House et Shibata. Voilà tout. C'est victoire de ces gars-là. Plus que 2 matchs après, c'est terminé. Donc voilà tout. Match numéro 10, la famille de Don Callis, ou la Don Callis Family. Konotsuke Takeshita, la protostar Kyle Fletcher et The Reiki Weapon, Josh Alexander, toujours accompagné par Don Callis, et également de Lance Archer, qui vont affronter The Paragon, anciennement The Undisputed Kingdom, ou à la WWE Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Le match, je crois que c'était un petit peu le match de trop après qu'on sort d'un match très bordélique avec le Anarchy Diarella. Je pense qu'il aurait dû apparaître autre part sur la carte. Je pense que ça aurait très bien trouvé entre limite le 7 et ce match-là de Anarchy Diarena aurait terminé dans le 10, quoi. Après, c'est ma manière de voir la chose, hein. Je sais pas pour vous, mais je préfère de le dire comme ça, de manière gratuite, quoi. Malgré l'effort de Paragon et la ruse de la Don Callis Family d'en venir aux mains à ce match, peu importe qui remporterait le match, ça changerait, on va dire, pas forcément grand-chose, si ce n'est que le Paragon était peut-être proche du précipice, mais la Don Callis Family, malgré la ruse et l'intelligence, arrive toujours à ses fins, quitte à en énerver certains dans le public, et que c'est, je crois que c'est Kyle Fletcher qui va conclure le match, j'en suis pas sûr, soit c'est Takeshita, ou même Josh Alexander. Peu importe l'un des deux, hein, enfin l'un des trois, si ce n'est que c'est la Don Callis Family qui remporte le match, et à la fin du match, le fameux classique qu'on voit chaque semaine à la AEW comme à la WWE. Lorsqu'on gagne un match, on attaque les catcheurs qui sont déjà battus, donc normalement c'est un tactique de mauvais perdant, mais là ils sont des gagnants, donc on pourrait dire qualifier ça de mauvais gagnants. Ils attaquent les Paragons. Et par la suite, il va y avoir la save, notamment avec Brody King, Tomohiro Ishii et le président de la New Japan Pro Wrestling, Hiroshi Tanahashi, qui arrive et qui s'en prennent à la Don Callis Family pour les faire fuir et leur lance un message comme quoi ils sont, on va dire, pas seuls sur la route, car ils veulent en faire partie de la route pour les affronter. Donc voilà quoi. J'ai pas d'autre explication par la suite, si ce n'est que maintenant on passe au main event. Donc la finale du tournoi masculin de Owen Hart Foundation Cup de 2025. Et le vainqueur obtiendra un match pour le titre mondial de la AEW à All In. Donc un peu comme avec les femmes, maintenant on fait ça avec les hommes et c'est le main event. Donc, à propos de Eggman Adam Page et Will Ospreay, je suis presque sûr que Papy Metzler va sûrement mettre un 5 ou 6 étoiles, car il en est capable. La dernière fois, pendant le Dynasty de la AEW, il faut savoir que je m'étais trompé. J'ai fait une terrible erreur. J'ai cru qu'il allait mettre un 5 étoiles. Mais finalement, il ne l'a pas fait. Et pourtant, il en est très bien capable, Metzler. Je sais pas pour vous, mais Will Ospreay, il est absolument très surnoté. Hein. Je le dis depuis le début. Il faut voir comment les matchs auxquels il a, c'est surnoté. C'est abusé de la part de Dave Metzler. Et que je me dis, mais en quoi les matchs de Will Ospreay sont mieux notés que la moitié
des matchs de la WWE. Parce que quand on entend les propos de Will Ospreay en disant qu'il est l'un des meilleurs catcheurs de la WWE et même de la WWE confondue, on se dit ah, ce mec il est prétentieux, hein. Quand il se croit meilleur que tout le monde, c'est vrai que c'est un peu on va dire osé de sa part de d'avoir le melon comme ça. Mais je pense que c'est plutôt pour répondre aux provocations de la WWE. Parce que parfois la WWE font un petit tacle à la gorge sans qu'on s'en y aperçoit à la EW. Donc ça peut être légal. Mais voilà tout quoi. Et j'étais persuadé que Will Ospreay allait encore affronter Kyle Fletcher, hein, qui était dans le tournoi Owen Hart. Mais finalement, heureusement que ça ne s'est pas pu, vu comment on est resté sur une fin à Révolution, si je dis pas de bêtises, lors d'un match en cage. On est resté sur une fin, on va rester sur cette fin. Maintenant, on passe à autre chose, et c'est ce qu'ils veulent faire. Et heureusement, j'en suis ravi. Bon, après, ce qui laisse à ravir, c'est que ce match, il est pas si nul en soi, si ce n'est que on comprend pas trop où ça va mener, si ce n'est que il y a que des spots, spot sur spot. Parfois, ça raconte pas forcément grand chose, alors que je le dis qu'il faut au moins raconter quelque chose. La source la plus importante, c'est raconter un truc et auquel il faut pas trop faire que des spots pour faire des spots, hein. Dans la vie, il faut faire du minimum pour que ça soit plus cohérent, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et concernant le match, il s'est passé tellement de trucs auxquels je pourrais pas tellement vous citer, si ce n'est qu'il y a des Hidden Blade, Barchant Lariat, tentative de Stormbreaker, Oscutter, The Reverse Pile Driver, mais à l'arrière comme un genre à la Balama Slam, et d'autres prises diverses et variées, auxquelles ça part tellement en boule dans ce match-là, et qu'on se dit qui pourrait remporter ce tournoi. Est-ce que c'est Ospreay? Est-ce que c'est Adam Page? Ah, que du suspense, hein, vraiment que du suspense. À tel point que ça va tellement vite, ça va très rapidement. Et que les deux sont hyper épuisés quand ils ont enchaîné les tas de prises auxquelles ils ont enchaîné. Mais à chaque fois, l'un des deux s'en relève. Et que ça, c'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Mais on passe au climax. Quand Adam Page prend l'avantage, il enchaîne ses fameux movesets. Et que il sait bien qu'il a forcément la victoire au bout des doigts s'il arrive à en venir à bout de l'assassin aérien Will Ospreay. Et que Will Ospreay, il sait bien, entre guillemets, que c'est un peu la fin, mais qu'il va quand même s'en relever, mais en lançant un doigt d'honneur à Adam Page. Et bien sûr, Adam Page, il n'a pas réfléchi un seul instant, il enchaîne avec sa Birdshot Lariat, la Lariat de plomb, qui sèche Will Ospreay, et il fait le tomber au compte de 3. Donc oui, vous avez compris, c'est victoire de Eggman Adam Page qui remporte le tournoi Owen Hart, et c'est lui qui va affronter Jon Moxley à la AEW All-In. Comme c'est pareil pour Mercedes Moné, elle va affronter Toni Storm. Voilà. Parce que je l'ai oublié de préciser, mais heureusement, je rattrape le petit retard. Et que voilà comment se conclut le show avec Adam Page qui remporte le match et qui célèbre avec la foule la ceinture qui va avec et le trophée. Donc voilà tout. J'espère que ça vous aura quand même plu de cette review de la AEW. Surtout Terry Meeting. J'espère que tu apprécies bien. Ou Pierre-Paul. Ou n'importe qui viendrait sur ma chaîne pour faire un commentaire. Ça m'intéresserait. Toujours avec un like et un abonnement. Parce que tout est gratuit dans ma chaîne à moi. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de là-dessus. Maintenant, il est temps de passer à la conclusion de cette fameuse vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez,
abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.